Bienvenue dans le webinaire de ce matin, donc en partenariat avec l'association des alumni de l'INSEAD, consacré donc à l'optimisation de son cash-out professionnel. Euh, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter deux consignes importantes ainsi que les différentes étapes de ce webinaire. Tout d'abord, nous serons contraints de muter vos micros pendant la présentation. C'est pour que celle-ci soit la plus audible et la plus confortable possible pour tous. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir à la fin de la présentation pendant le créneau dédié de questions-réponses. Ensuite, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un feedback form que nous vous demanderons de bien vouloir remplir. Voilà, il prend vraiment 1 à 2 minutes à remplir et il est très important pour nous puisqu'il nous permet de récolter vos commentaires et donc de s'améliorer de webinaire en webinaire. Et vous pourrez également indiquer dans ce feedback form si vous souhaitez être notamment recontacté par Culture Patrimoine et ou par GBA Avocat, et également si vous souhaitez recevoir le support de la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas. Concernant le déroulé de ce webinaire, donc il va durer, on a prévu environ 45 à 50 minutes de présentation et nous avons ensuite prévu 5 à 10 minutes de questions-réponses dans lesquelles vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre la parole et poser vos questions. Donc nous y répondrons avec grand plaisir. N'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. Voilà. Donc, concernant la présentation, celle-ci sera assurée par donc Nicolas Noblet, avocat associé chez GBA Avocat, ainsi que Nicolas Debocoudré, business executive chez Culture Patrimoine. Messieurs, je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je suis Nicolas Noblet, je suis avocat spécialisé en droit fiscal au sein du cabinet GBA, donc un cabinet de droit des affaires. GBA, rapidement, c'est un cabinet de droit des affaires qui fait du conseil auprès des dirigeants et des entreprises dans tous les domaines du conseil. Donc, ça va du droit des sociétés, droit fiscal, fusion, Bonjour. acquisition, propriété intellectuelle et contrat. Bonjour. Et on touche tout type de clientèle, de la TPE à l'ETI, dans tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on est à peu près une trentaine de personnes, donc 9 associés et 23 collaborateurs. Et pour Voilà un ma peu pour part, la présentation. co-présentateur de Culture Patrimoine, donc je m'appelle Nicolas Beaucoudré, bonjour à toutes et à tous. Et donc nous, au sein du cabinet, j'y suis depuis 10 ans et j'accompagne du coup chefs d'entreprise, cadres dirigeants dans l'optimisation de leur situation patrimoniale notamment avec un volet entreprise rémunération assez important. Pour lequel je suis également formateur auprès de l'ESCP et auprès de, des éditions Francis Lefebvre. Ce matin, on va donc parler de la manière d'optimiser le cash-out professionnel, mais avant ça, on va vous redire un petit mot sur Culture Patrimoine. Julien, si tu veux prendre Merci Nicolas. cette présentation. Merci Nicolas. Je vois notamment que nous avons quelques clients parmi nous ce matin. Un petit mot peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Culture Patrimoine. Donc, nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et un family office indépendant qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Pour illustrer notre métier, nous aimons bien utiliser cette image voilà, du Sherpa patrimonial, car notre but, notre objectif, en fait, c'est de vous accompagner sur le long terme et c'est d'être votre interlocuteur de référence, votre guide, en fait, pour vous accompagner sur l'ensemble des problématiques patrimoniales. Et nous faisons cela avec une technicité, une expérience et une fiabilité également dans le temps. Si on devait se poser 4 questions sur Culture Patrimoine, je pense que ce seraient les suivantes. La première étant quel est notre métier? Donc, c'est de proposer des services patrimoniaux de conseil avec ensuite une vraie phase de mise en œuvre et un réel accompagnement dans la durée. Quel est notre objectif? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'être de votre interlocuteur de référence sur l'ensemble de ces sujets. Et pour qui? Eh bien, pas uniquement pour les personnes ayant un patrimoine ou des revenus importants, c'est également pour toute personne qui se pose une question, que ce soit sur la transmission, l'optimisation, la retraite, voilà, c'est assez large. À partir du moment où on se pose une question sur ces sujets, nous pourrons tout à fait vous accompagner. Et comment? Donc, comme je vous l'ai dit, avec expérience, technicité et fiabilité. Messieurs, je vous laisse la main et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Merci Julien. Donc, on va démarrer dans le vif du sujet et juste un petit mot sur Monsieur Patrimoine. C'est une personne qui va nous accompagner pendant tout le déroulé de cette présentation et qui va nous permettre de rendre un peu plus pratique les notions théoriques qu'on va aborder dans cette présentation. Pour se redonner un petit peu le déroulé de cette présentation, sur lequel donc on va s'intéresser à la manière dont on peut optimiser la sortie de cash d'un chef d'entreprise, d'un dirigeant d'entreprise et la manière dont on peut l'optimiser. On va regarder trois prismes. Le premier, ça va être celui des flux, donc des revenus.
de la sortie de dividendes, capacité à pouvoir aller chercher des suppléments de rémunération. La deuxième va être une manière d'optimiser le stock. Donc là, c'est plutôt comment on va pouvoir organiser le capital, comment on va pouvoir aller chercher une manière de pouvoir créer de la valeur avant une éventuelle cession. Et enfin, on va se poser la question de comment, en phase de sortie, donc soit en phase de vente ou soit en phase de transmission, on va pouvoir aller chercher des outils qui permettent de se mettre dans les meilleures dispositions ou dans le meilleur des mondes pour pouvoir rendre ces opérations efficaces. Dans un premier temps, on va donc regarder les flux et on va se poser. Il y a un premier arbitrage en fait qui est fait auprès d'un chef d'entreprise ou d'un dirigeant qui va être finalement quelle est la forme sociale de la société qui peut être intéressant de choisir en fonction de ses objectifs. Très souvent, ce match existe entre deux types de sociétés, la SAS ou la SARL, parce que c'est celle qui va mettre en lumière deux comment dire formes pour un forme sociale et fiscale pour un chef d'entreprise. Quand on est au sein d'une société par action simplifiée, une SAS, le chef d'entreprise va être considéré comme un assimilé salarié. Donc, c'est un salarié, il va avoir un bulletin de salaire, payer des charges patronales et salariales sur la rémunération qu'il se percevra et déclenchera des droits sociaux de couverture sociale et de retraite. Il ne bénéficiera pas des couvertures chômage. Ces couvertures chômage peuvent être récupérées uniquement par des assurances privées qu'on peut aller chercher en complément. La chose importante à retenir quand on est dans cet arbitrage de flux, c'est tout simplement de se positionner au niveau de l'entreprise et de se dire, voilà, j'ai un budget pour me rémunérer mensuellement, annuellement. Est-ce que celui-ci est optimal dans mon organisation ou est-ce que je peux pas faire un peu mieux, en tout cas différemment? Là, on voit bien qu'avec la somme des charges patronales et salariales, finalement, pour un chef d'entreprise qui souhaite avoir une rémunération avant impôt de l'ordre de 10 000 euros par mois, le coût global pour l'entreprise va représenter à peu près 210 220 000 euros en coût complet. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que finalement, on ne peut pas aller optimiser du point de vue de cette position de chef d'entreprise ce coût complet? Donc, finalement, avoir une rémunération égale, mais avec un coût entreprise un peu plus faible. C'est là où on va se poser la question de se dire, est-ce que la forme sociale initiale, si je suis un chef d'entreprise assimilé salarié, donc en SAS, ne pourrait pas être optimisée en changeant la forme sociale de l'entreprise que j'utilise? Et donc, pour un chef d'entreprise qui va être en SARL ou se pose la question de dire, est-ce que je transforme mon entreprise pour être en SARL? On va avoir des incidences particulières. Première incidence, ça va être l'incidence sociale. Il va changer de régime. Il ne sera plus assimilé salarié, mais il va être considéré comme non salarié, sauf pour les gérants qui sont minoritaires ou égalitaires. Donc là, ils resteront assimilés salariés dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'ils détiennent strictement moins de 50%. Ils détiennent 50% ou moins des parts de la société et ils sont gérants. Mais dans le cas où ils possèdent strictement plus de 50% de la société, alors ils seront assimilés non salariés et percevront une rémunération de gérance. Là, les contributions sociales seront beaucoup plus faibles parce qu'elles iront au maximum jusqu'à 45% sur la rémunération que se versera ce gérant. Et on voit que dans cette situation, si on a moins de charges sociales, le coût entreprise pour la rémunération égale, c'est-à-dire à 10 000 euros par mois, va être plus faible. Donc là, on va optimiser son flux en se disant, à titre personnel, je ne change rien sur ma capacité à recevoir une rémunération. Au titre de l'entreprise, je vais dégager de la trésorerie pour, pourquoi pas, investir au sein de cette entreprise dans mon activité opérationnelle, enfin dégager de la trésorerie complémentaire ou pouvoir lancer d'autres activités ou pouvoir investir d'un point de vue patrimonial au sein de cette entreprise-là. L'incidence majeure qu'a cette situation-là, c'est que par rapport à un assimilé salarié, c'est qu'évidemment, si on paye moins de charges sociales, la couverture sociale va être un peu plus faible. Néanmoins, c'est un outil de pilotage et en tout cas d'optimisation qui peut avoir du sens parce que c'est là où on prend véritablement, on reprend la main dans la manière dont on veut se protéger socialement. Parce que si on veut avoir des garanties qui sont au moins équivalentes à celles d'un assimilé salarié par rapport aux régimes généraux, eh bien, on ira chercher des assurances complémentaires, mais qu'on pourra finalement piloter à la carte pour pouvoir se dire est-ce que je veux un peu plus de couverture santé et un peu moins de disposition de retraite, ou à l'inverse, un peu moins de disposition de santé, un peu plus de disposition de retraite, ou alors les deux. Et surtout, la grosse différence, enfin, une différence importante, c'est que
c'est plus à titre personnel qu'on va pouvoir manager sa protection sociale complémentaire ou sa retraite complémentaire, mais ça va être au niveau de la société. Et donc, on la fera contribuer. Et donc, à nouveau, on pourra optimiser finalement le fonctionnement de notre entreprise et de nos flux en créant une charge complémentaire qui permettra finalement de réduire aussi une partie de l'IS. Donc, il y a cet arbitrage important à se poser qui est de dire, sur la rémunération nette que je perçois, comment est-ce que je peux finalement améliorer un petit peu la situation et donc pourquoi ne changerais-je pas la structure juridique de mon entreprise. Et après, c'est des choses, et on le verra un peu plus tard dans la présentation, qu'on va pouvoir coupler. C'est-à-dire que là, on va se mettre dans une notion de groupe, avec pourquoi pas une société holding et une société opérationnelle en dessous, et aller chercher finalement le meilleur des mondes dans les deux situations pour pouvoir avoir d'un côté une bonne protection sociale éventuellement et de l'autre une bonne situation de sortie de capitaux. Et vous le verrez après. L'autre point intéressant à arbitrer quand on veut optimiser ses flux, c'est, on l'a vu dans le premier exemple, premier cas, la situation où on va optimiser sa rémunération, mais on va aussi avoir la possibilité de se poser la question de se dire comment est-ce que je peux optimiser ma sortie ponctuelle de réserve ou de résultats de mon entreprise avec un arbitrage qui pourrait exister entre une distribution de dividendes que vous connaissez peut-être tous ou l'optimisation par une réduction de capital. Pour le rappel assez brièvement de la distribution de dividendes, c'est tout simplement lorsque vous avez un résultat final ou des réserves que vous voulez sortir de votre entreprise et que celle-ci a la trésorerie suffisante pour pouvoir le faire, alors vous pouvez décider ponctuellement, soit à la clôture des comptes, soit une fois dans l'année, de pouvoir distribuer un dividende et qui sera lui taxé en fonction de la forme sociale de votre entreprise, soit à 30%, c'est-à-dire prélèvement forfaitaire unique de 12,8 et des prélèvements sociaux de 17,2. Il y a une option pour le barème progressif, mais qui, avec ce prélèvement forfaitaire unique, est de moins en moins avantageuse. Mais c'est toujours un calcul néanmoins qu'il faut faire entre le choix fiscal à prendre sur ce dividende reçu. Et si éventuellement je me sors une distribution de dividendes, mais que cette fois, je suis dans une forme juridique type SARL, j'aurai toujours 12,8 sur l'impôt sur le revenu, mais j'aurai aussi 17,2 de prélèvements sociaux et pour une certaine tranche de dividendes qu'on peut recevoir, des charges sociales TNS. Il y a une idée entre guillemets importante qui court chez les experts comptables, chez les chefs d'entreprise par rapport à la forme sociale et surtout cette notion de dividende qui dit que effectivement la SAS comme n'a que 30% de pression fiscale et sociale sur le dividende reçu paraît plus intéressante. Mais il y a une chose sur la SARL qui pourrait être un peu plus contraignante, c'est les charges plus importantes. Néanmoins, il faut prendre en compte la vision globale parce que dans les charges sociales des dividendes d'une SARL, même si vous les payez au niveau TNS aussi, en fait, ça déclenche des droits sociaux, type retraite, type santé, qui sont à prendre en compte dans le calcul final. À l'instant T, on peut avoir effectivement sur une base 100 de dividendes 70 perçus dans un cas de SAS et peut-être 60 dans une SARL. Et en fait, si on regarde au global sur le sujet, l'écart n'est pas si significatif que ça entre les deux formes d'entreprise. L'autre situation en fait qu'on peut rencontrer dans les capacités à sortir du cash ponctuellement sur la société, ça va être de pouvoir se demander s'il n'y a pas une autre option possible. Et l'autre option possible, ça va être la réduction de capital. La différence avec le dividende ne va pas être sur la fiscalité, mais va être sur l'assiette qui va être utilisée pour identifier la pression fiscale et sociale qu'on aura à payer. Dans le cas du dividende, l'assiette va être le dividende brut qu'on va se verser, alors que dans le cas de la réduction de capital, ça va être la plus-value qui vont être attachées au titre qu'on va réduire ou annuler dans cette opération. Parce que concrètement, une réduction de capital, c'est pour un chef d'entreprise une capacité à lui rembourser l'apport qu'il a pu faire initialement au moment de la constitution ou en cours de vie de cette entreprise. Il a pu faire des apports complémentaires en inscription au capital de la société. Très concrètement, en fait, pour arbitrer cette question et voir un peu les effets d'aubaine qui peuvent exister entre est-ce que je me fais un dividende ou est-ce que je me fais une réduction de capital, eh bien, on va avoir Monsieur Patrimoine qui a fondé une entreprise, une SAS en 2010. Il avait apporté à peu près 250 000 € pour créer cette société parce qu'il avait besoin de ça pour la lancer initialement.
et il a aujourd'hui 200 000 euros de réserve. Ponctuellement, il a besoin pour une opération patrimoniale d'ordre privé de récupérer du cash de sa société et il s'interroge sur la meilleure manière de le récupérer. S'il fait une distribution de dividendes, il va avoir une taxation entre 40 500 et 56 000 euros sur les 135 000 euros qu'il se sortira et donc un net en poche qui évoluera entre 78 000 et 94 000 de cash. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il n'aurait pas pu faire une réduction de capital? Donc, on se rend compte que cette option existe. Elle n'est pas renouvelable tous les ans parce que si on réduit le capital tous les ans, au bout d'un moment, on va arriver à zéro. Donc, c'est pas la bonne solution. Ou en tout cas, on va dégrader les capitaux propres de l'entreprise. Donc, c'est pas forcément non plus pertinent par rapport à un chef d'entreprise. Mais si on se dit que ponctuellement, il a besoin de ces liquidités-là et qu'on a un arbitrage intéressant à voir, eh ben, on va étudier cette solution. Et donc là, concrètement, on va plus avoir une assiette taxable de 135 000 euros, et on va avoir une assiette taxable de 60 000 euros. Parce que quand on va calculer finalement quelle est la base taxable, on va déterminer sur le cash qui sera ressorti de cette entreprise la plus-value rattachée au titre qu'on va annuler. Et donc, dans ce cas précis, c'est plus 135 000 euros qui vont être annulés, mais c'est 60 000 euros de plus-value latent sur les titres qui seront annulés. Et donc, fiscalement, on va avoir toujours ce choix entre un prélèvement forfaitaire unique de 30% qui nous ramènera 18 000 euros de fiscalité ou un choix au barème progressif qui finalement est plus avantageux parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous vendez des titres que vous détenez depuis plus d'une certaine durée, vous avez accès à des abattements pour durée de détention. Et quand ceux-ci vous permettent d'avoir accès à des régimes de faveur, peuvent être plus intéressants que la taxation classique ou le prélèvement forfaitaire unique. Et là, au cas précis de notre chef d'entreprise, il a accès à ces abattements renforcés et donc n'aura à payer que 14 000 euros sur les 60 000 euros d'assiette taxable. Ce qui, in fine, pour lui augmente son net en page de manière significative dans ce choix réduction de capital, parce qu'il passera peut-être de 94 000 euros en distribution de dividendes à quasiment 120 000 euros par la réduction de capital. Et donc, sur cette analyse-là, les conseils ou experts comptables, avocats, fiscalistes, conseillers en gestion de patrimoine peuvent finalement aller identifier la meilleure solution par rapport à l'objectif que Monsieur Patrimoine souhaite de récupérer de la trésorerie. Troisième outil qui peut être utilisé finalement pour un chef d'entreprise pour aller s'accorder des suppléments de rémunération, ça va être tout ce qui va être attaché à l'épargne salariale. Concrètement, c'est quoi? C'est que vous avez une entreprise qui va avoir au moins un salarié. Alors, ce salarié peut être une tierce personne, évidemment, mais aussi un enfant majeur ou son conjoint, et qui travaille de manière effective, à temps partiel ou à temps plein au sein de la société, mais au moins, il doit y avoir un salarié au sein de cette boîte pour aller chercher ces compléments de rémunération. Donc là, qu'est-ce que l'intéressement, la participation, les abondements? C'est la capacité de l'entreprise à pouvoir aller verser à son chef d'entreprise et à son salarié un supplément de rémunération qui sera beaucoup moins taxé qu'une prime ou une rémunération classique. On l'évoquait juste avant, si on se fait une prime en étant gérant d'une entreprise, gérant majoritaire d'une entreprise, on va avoir une pression sociale de l'ordre de 45% au maximum, avant impôt sur le revenu. En étant président d'une SAS, on va avoir à peu près 75 à 82% de pression sociale avant impôt sur le revenu, alors que par ce dispositif d'intéressement, de participation et ou d'abondement, la pression sociale sur ce supplément de rémunération va tomber à 9,7%. Concrètement, on va avoir un effet d'aubaine parce que pour un coût entreprise on va le voir juste après, d'à peu près 10 000 euros, finalement, vous allez voir l'économie sociale qui va être majeure et donc un net en poche beaucoup plus important. Sur ce type de dispositif-là, ça va permettre au chef d'entreprise et à son salarié d'aller pouvoir récupérer un complément de rémunération de l'ordre de 30 000 euros par an qui pourront être exonérés d'impôts en fonction de conditions. Les conditions vont être que ce complément de rémunération perçu devra être placé dans des dispositifs d'épargne salariale type plan d'épargne entreprise ou plan d'épargne retraite collectif qui permettront de déclencher l'exonération fiscale qui s'y rattache. On a aussi la possibilité
de ne pas forcément faire de l'intéressement et de la participation, mais de simplement mettre en place des plans d'épargne entreprise et des plans d'épargne retraite collectif en y attachant des notions d'abondement. Vous avez un chef d'entreprise à la possibilité de se dire, bah voilà, si je verse 1000 euros dans un dispositif comme celui-là, l'entreprise pourra abonder ce que je vais verser en fonction de plafonds annuels fixés par voie législative, vont pouvoir abonder ces plans-là et donc récupérer quasiment 10 000 euros de rémunération complémentaire pour un effort à titre personnel d'à peu près 3 000, 3 500 euros. Donc on voit là aussi qu'il y a quelque chose d'aller chercher en supplément de rémunération pour le chef d'entreprise avec l'utilisation de ces dispositifs. Pour mieux matérialiser le gain associé, on se met dans un cas où toujours notre ami Monsieur Patrimoine se pose une question de se dire est-ce que j'ai un coût entreprise disponible de 10 000 euros pour pouvoir me verser un supplément de rémunération et je ne sais pas arbitrer entre est-ce que je me fais une prime ou est-ce que j'ai une autre manière de l'optimiser. Bah là, en termes de solution, on va pouvoir lui proposer de mettre en place un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne et un plan d'épargne retraite collectif, justement pour aller chercher cette notion d'abondement. Donc, s'il veut se verser une prime, notre monsieur Patrimoine, il va avoir 10 000 euros de coût entreprise à sortir. Il paiera à peu près 4 500 euros de cotisation patronale et 1 200 euros de cotisation salariale. Et une fois qu'il a payé son impôt sur le revenu, il lui restera à peu près 3 000 euros net dans la poche pour pouvoir faire des investissements à titre personnel s'il le souhaite. Si on met en place ce type PE PERCO, eh ben on aura toujours pour le même coût entreprise plus 3 000 euros de net en poche, mais 9 000 euros de net en poche. La seule condition finalement qui se rattacherait à cette opportunité-là, c'est que dans le plan d'épargne entreprise, on va bloquer l'argent qu'on aura versé pendant 5 ans au plus. Et dans le plan d'épargne retraite collectif, on va le bloquer jusqu'à la retraite au plus. On va avoir des cas de déblocage anticipé qui sont nombreux, comme l'acquisition de la résidence principale, le lancement d'une nouvelle entreprise, la fin de droit au chômage. Ils sont nombreux, on pourrait les lister, mais en tout cas, il y aura quand même des opportunités à récupérer les fonds avant la retraite pour le PERCO et avant les 5 ans pour le PE. Mais donc, on voit bien là que notre chef d'entreprise, dans cet arbitrage-là de entreprise ou de complément de rémunération à recevoir, peut avoir un intérêt à se poser la question d'aller chercher les abondements mis en place pour les PE et PERCO en fonction de son choix. Sachant que ces dispositifs-là sont pour toute l'entreprise. Et donc là encore, s'il y a un salarié, et c'est la condition minimale pour pouvoir mettre en place ces dispositifs-là, ce salarié pourra bénéficier aussi de ce type de dispositif, mais sur lequel on pourra éventuellement manager les critères de déclenchement et les abondements qui pourront y être rattachés pour lui. Et donc maximiser pour le chef d'entreprise et et éventuellement minimiser pour le salarié qu'on peut avoir dans sa société, le ou les salariés qu'on peut avoir dans sa société. Donc ça, c'est les trois finalement outils qui permettent au chef d'entreprise d'optimiser ses flux. Donc on l'a vu, l'arbitrage sur quelle est la meilleure forme de rémunération à recevoir entre une rémunération de président par bulletin de salaire, par salaire, et une rémunération de gérance pour un gérant de société, ou alors dividende ou réduction de capital, ou les dispositifs d'épargne salariale. Ensuite, notre chef d'entreprise va pouvoir s'interroger sur cette capacité à pouvoir optimiser son stock. Donc là, on est typiquement dans une situation où il a monté son entreprise, il l'a développée, elle a pris de la valeur. Aujourd'hui, la manière pour pouvoir finalement récupérer cette création de valeur va être la cession de son entreprise, mais on va voir qu'on va avoir plusieurs dispositifs qui vont pouvoir soit de déjà générer une création de valeur par la cession de l'entreprise, soit d'anticiper une cession future en termes d'outils. Merci Nicolas. Je me permets de t'interrompre. Juste une Bien petite sûr. question avant de... Peut-être qu'on peut répondre à une question avant de passer à la partie 2. Une personne demande quelle est la durée de détention de part pour bénéficier de cet abattement en cas de réduction de capital. Merci beaucoup. Et bah, on a une durée de détention qui va évoluer entre 2, 4 et 8 ans. On va avoir des abattements qui vont évoluer en fonction du temps. Et donc, l'abattement renforcé va avoir des conditions qui vont être associées au type de société que vous détenez. Et notamment pour avoir un abattement renforcé de 85%, il faut que ce soit une PME.
il faut que ce soit une PME et que vous déteniez ces titres depuis plus de 8 ans. Mais il peut y avoir un abattement pour cette fois 65% pour détention de titres sur une période supérieure à 2 ans, enfin à 4 ans, pardon, et qui permettront là encore de pouvoir se poser la question de l'arbitrage entre est-ce que je prends un prélèvement forfaitaire unique sur ma réduction de capital ou est-ce que je prends un abattement renforcé et un barème progressif sur la taxation de cette même réduction de capital. Merci Nicolas. Super. Merci beaucoup pour la question et n'hésitez pas aussi en fin de présentation, on prendra plaisir avec Nicolas Noblet à répondre à toutes les autres en tout cas qui pourraient éventuellement arriver. Donc, comme je le disais, le deuxième champ d'optimisation pour notre dirigeant chef d'entreprise va être donc l'optimisation de son stock et une des solutions qui peut être intéressante à explorer en tout cas, parce que là, elle raccroche quand même des notions importantes d'endettement sur ce type d'opération, ça va être la vente à soi-même ou l'owner buyout. Et donc là, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un chef d'entreprise qui va vouloir créer de la valeur et se revendre à lui-même son actif professionnel à une structure qui va spécialement créer pour pouvoir mener cette opération. Je mets entre parenthèses possible pour l'immobilier parce que on a des schémas de structuration aussi, tels qu'on va l'évoquer là, qui peuvent exister pour du patrimoine immobilier qu'on peut détenir à titre personnel. Typiquement, un patrimoine qui est libre d'endettement, qui a pris de la valeur, sur lequel j'ai envie de me faire refinancer cette opération et sur lequel je vais donc en pouvoir encaisser du cash à titre perso et mener d'autres opérations patrimoniales. Mais là, on va spécifiquement s'intéresser à celui de l'actif professionnel pour voir comment ça s'articule. Donc là, l'objectif, c'est générer du cash. Générer du cash sur la prise de valeur de la société que vous avez et sur sa capacité à pouvoir, du coup, rembourser la dette qui pourra exister. Parce que pour mettre en place ce dispositif-là, on va créer une société qui va aller acquérir les titres de la société que je détiens à titre personnel. Et pour acquérir ces titres, elle va aller chercher une dette bancaire. Elle va aller voir une banque en lui disant, voilà, je voudrais vendre pour 1 million d'euros, on le verra dans un cas pratique, les parts de mon entreprise que je valorise 3, et j'ai besoin d'un financement pour faire cette opération. Là où il peut y avoir, au-delà de l'effet d'aubaine de création de richesse ou de création de valeur, il y a aussi un effet intéressant qui va être de pouvoir, continuer à maintenir, continuer à garder le contrôle de son entreprise, avec une structuration de groupe qui va se mettre en place, parce qu'on va avoir une holding qui va aller au-dessus, mais aussi une possibilité de continuer à piloter le développement de son entreprise grâce à cette société holding, justement, qui va pouvoir soit éventuellement prendre des participations dans d'autres entreprises, être actionnaire d'une nouvelle entité que vous souhaiteriez créer, et créer des ponts entre la société historique et les nouvelles opérations que vous souhaitez faire. Et donc là, c'est tout le schéma holding qui va prendre du sens dans une organisation pour un chef d'entreprise et éventuellement couplé à une vente à soi-même telle qu'on est en train de parler. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Fiscalement et finalement au niveau à titre personnel et après post-acquisition au niveau de la société, on va avoir, comme on est en train de vendre des parts qu'on détient à titre personnel, une plus-value, enfin une taxation sur la plus-value qu'on va dégager. Typiquement, si j'ai créé une boîte à 1 000 euros et que je la revends pour 1 million d'euros, cette plus-value que je vais dégager va avoir une taxation de 30% ou ou imposition au barème progressif avec abattement pour durée de détention qu'on évoquait, pourquoi pas avec un abattement de 85% d'ailleurs, et donc une taxation plus maîtrisée. Mais on va avoir du coup cette pression fiscale qui existera sur cette opération-là. Après, dans l'organisation et dans le schéma que vous allez voir juste après, on va avoir finalement cette capacité à pouvoir rendre cette opération intéressante par les régimes fiscaux qui existent dans le fonctionnement des groupes de sociétés. Un des principaux, un des régimes qui est intéressant, ça va être le régime mère-fille. Donc là, concrètement, on va avoir une mère qui va être la société holding, qui détiendra des titres d'une société fille, qui va être la société opérationnelle. Et en fait, à chaque fin d'exercice, si on veut remonter du capital au sein de la société holding, on va avoir une exonération de 95% du dividende qui remontera. Donc, une pression fiscale finalement de 5% sur le dividende remonté, taxé au taux d'IS de la société holding. Et donc, au maximum, on va avoir à peu près 1,25% de taxation au niveau de la holding sur un dividende qui remonterait.
Après, on peut avoir un autre régime qui peut exister, qui peut rendre bénéfique ce schéma-là, ça va être celui de l'intégration fiscale, où là, on va pouvoir aller consolider le résultat fiscal de la société opérationnelle ou des sociétés opérationnelles que je détiens dans ma holding au niveau de ma holding. Mais on ne va pas rentrer spécifiquement dans le détail de ça. Et après, dans notre schéma tel qu'on l'évoquait pour la vente à soi-même, donc la holding qui aura emprunté pour pouvoir acquérir les parts que je détiens à titre personnellement, elle va pouvoir, dans certains cas, déduire de son résultat fiscal au niveau de la holding les intérêts d'emprunt qu'elle aura à payer dans la dette qu'elle aura contractée. Pour ça, il faut la holding ait une activité réelle, c'est-à-dire une vraie activité de pilotage de son entreprise. Et donc là, Nicolas pourrait éventuellement en donner un mot tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'il faut piloter précisément. Et l'autre opportunité qui peut exister dans ce type d'opération de vente à soi-même, donc dans la manière d'optimiser son stock, là, c'est de pouvoir finalement regarder de la même manière d'un point de vue patrimonial global un schéma qui est d'anticiper sa transmission dans cette opération que je vais faire. C'est-à-dire que je sais que je vais me vendre à moi-même toute ou partie des titres que je détiens. Mes enfants, éventuellement, mes enfants ou mon époux ou épouse pourraient participer à cette création de valeur. Je pourrais lui transmettre une partie des titres qui seront rachetés et donc générer un complément de cash dans la sphère personnelle. Et on va voir que par un mécanisme qui s'appelle la donation de cession, là encore, on pourra aller chercher une optimisation complémentaire. Plus concrètement, parce que la théorie, c'est intéressant, mais la pratique, ça l'est encore un peu plus, le schéma de vente à soi-même ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation numéro 1 où on va avoir Monsieur Patrimoine qui détient 100% de sa boîte. Il valorise 3 millions d'euros aujourd'hui. Il se pose la question, il n'est pas au jour de la revente à une tierce personne, mais il se dit que cette création de valeur, il aimerait bien en recevoir les fruits dès maintenant. Et il a une certaine visibilité sur sa capacité à maintenir des résultats au sein de son entreprise et donc assez confiant sur cette notion à pouvoir peut-être s'endetter et rembourser une dette bancaire. Et donc, il va se poser la question de la vente à soi-même. Donc là, on va avoir Monsieur Patrimoine qui va vendre tout ou partie des titres qu'il détient à la holding Patrimoine qui sera spécialement créée pour ça. Il ira chercher une dette bancaire au niveau de la banque pour pouvoir payer à Monsieur Patrimoine la vente des titres qui est fait à la holding. Et pour rembourser la mensualité de crédit qui existe au niveau de la banque au sein de la holding Patrimoine, on va remonter les dividendes annuellement avec cette faible taxation de 1,25% pour pouvoir finalement rembourser cette dette et avoir dès maintenant la perception du produit et de la valorisation de sa société. Je vais vous montrer 2 cas chiffrés qui vont pouvoir illustrer finalement la manière dont on doit placer le curseur entre quel est le pourcentage de l'entreprise que je vais vendre, quel est le pourcentage que je vais conserver, pour bien identifier la manière dont on doit anticiper les choses. Donc là, on a donc toujours Monsieur Patrimoine qui a sa boîte valorisée 3 millions et souhaite finalement faire une vente de un tiers des parts de sa société à une holding et d'en conserver les 2 tiers restants. Donc le tiers va être valorisé 990 000 euros. Il va aller voir une banque qui va lui dire je te prête 990 000 euros, tu me rembourses une annualité de 162 000 euros. Pour rembourser cette annualité, Monsieur Patrimoine remontera sur un prêt qui va durer au maximum 7 ans, 65 000 euros de dividendes, net au niveau de la holding. Donc là, on a déjà payé notre pression fiscale régime Murphy de 1,25. Et on le voit bien, ce n'est pas suffisant pour payer la mensualité. Mais donc avec le dividende reçu des 67% à titre personnel, il apportera du cash à sa holding en compte courant à l'associé pour pouvoir rembourser le crédit. Là, on voit que dans ce schéma-là, en fait, le dividende qu'il recevra au niveau de la holding et qu'il reçoit à titre personnel, qu'il apportera à la holding, n'est pas suffisant pour payer la mensualité. Et donc, c'est là où on va pouvoir se dire quel est le curseur entre une vente, un éventuel apport de capital supplémentaire et une conservation de nombre de parts. Parce que finalement, dans cette notion de conservation à titre perso, il n'exclut pas l'idée qu'un jour, au moment de la revente, à une tierce personne, il veuille recevoir le produit de cette vente aussi dans son giron personnel.
Alors que s'il avait vendu ou apporté 100% des titres à la société holding, eh ben, le produit de la vente serait dans la holding. Et ensuite, pour le ressortir, il faudrait une distribution de dividendes ou une réduction de capital, comme évoqué tout à l'heure. Mais donc là, il y a encore une fois, dans une stratégie long terme de gestion de patrimoine, une question à se poser qui est où est-ce que je fixe le curseur entre vente, apport et conservation de titres à titre perso. Petite parenthèse sur la création du compte courant associé par rapport au fait d'apporter des fonds complémentaires à la holding pour rembourser la mensualité. On va le voir juste après, mais ça peut là aussi créer un autre effet d'aubaine pour Monsieur Patrimoine par rapport à la manière d'optimiser le stock de cash qui peut être au sein de son entreprise. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc là, c'était juste pour illustrer la notion de curseur, encore une fois, pour avoir suffisamment de trésorerie entre le montant de dividendes que reçoit la holding suite à la vente et un bout d'apport de titre à la holding, et les dividendes qu'il reçoit à titre perso pour pouvoir aller couvrir la mensualité de crédit. Donc là, concrètement, entre 76 000 euros dans la holding plus 85 000 euros apportés à la holding, j'ai 162 000 euros de mensualité 162 000 euros de cash apportés qui permettent de payer l'annualité de crédit. Et on aura toujours ce compte courant associé. Donc là, dans ce schéma-là, Monsieur Patrimoine a externalisé 693 000 euros de cash à titre perso pour faire d'autres opérations patrimoniales d'ordre privé, un achat de résidence principale, un investissement locatif, toute autre opération qui peut avoir du sens perso. Et il a structuré un groupe entre une holding qui reçoit des dividendes de sa société opérationnelle et qui va lui permettre derrière de piloter d'autres opérations. Et pourquoi pas au terme du remboursement de la mensualité ou d'autres opérations, pouvoir aller générer ou créer d'autres sociétés en dessous pour pouvoir continuer à développer son activité opérationnelle ou son patrimoine. Une deuxième notion importante à connaître dans la manière dont on peut optimiser le stock, ça va se rattacher à la notion toujours cette notion de groupe entre une holding et une société opérationnelle. Mais cette fois, on va regarder la notion d'apport avant cession. Cette notion d'apport avant cession, elle va se regarder sur une timeline, comme on voit là sur l'écran, qui va être à l'instant T0, j'ai créé ma boîte qui avait une valeur égale à son capital social. Elle a évolué, je l'ai fait évoluer, elle a pris de la valeur. Et donc, typiquement, elle a une nouvelle valeur, V2. Il est peut-être le temps de se poser la question soit d'une vente à soi-même, soit d'une cession à une tierce personne, parce que quelqu'un est venu proposer un prix ou parce que j'envisage une revente dans 3, 4, 5 ans. Et donc là, il peut y avoir une opportunité s'il n'y a pas de holding existante antérieurement, à apporter les titres que je détiens, tout ou partie des titres que je détiens à cette société holding. Qu'est-ce que ça va me permettre d'aller chercher comme optimisation, ce dispositif-là? Ça va me permettre de mettre en report la plus-value qui existe entre la valeur à laquelle je vais apporter les titres de ma société à la holding et ma valeur de création. C'est généralement celle là où il va y avoir le plus de valeur créée parce que entre le temps que j'ai, entre le temps de création et le temps de cette cession éventuellement ou de cet apport à société, la plus-value numéro 1 qui existe va être finalement la plus importante. Et après, par rapport à cette opportunité qui est de mettre en report une plus-value qui pourrait ne jamais être fiscalisée d'ailleurs, vous pourriez ne jamais avoir à payer d'impôt sur la création de valeur qui existe entre V1 et V2, il va y avoir différents critères et conditions à respecter. Et ça va dépendre du moment où vous allez vendre les titres de cette société. Si vous vendez les titres finalement dans les 3 ans qui ont suivi l'apport à la holding, donc si la holding vend les titres qu'elle a reçus par rapport dans les 3 ans, elle aura une obligation pour pouvoir maintenir le report d'imposition sur la plus-value numéro 1, une obligation de réinvestissement de 60% du produit de cession. Alors que si j'attends 3 ans, je n'ai aucune obligation de réinvestissement. Et donc, je peux recevoir mon cash net en poche au sein de ma holding et réinvestir dans une autre activité opérationnelle que je souhaite lancer ou dans la construction de mon patrimoine post-activité opérationnelle. Et donc, cette situation-là et cet outil d'optimisation-là est très fort parce que on va maximiser, vous allez voir en cas pratique juste après,
le cash et la création de valeur que vous avez pu faire avec le développement de votre entreprise. Ça peut marcher pour une entreprise, ça peut aussi marcher pour des titres qu'on peut avoir à titre personnel, d'une société cotée ou non, mais de manière importante et sur lequel on voudrait aller optimiser la cession future et la fiscalité qui peut s'y rattacher. Il y a toujours un arbitrage à faire dans ces cas-là, qui est de dire, est-ce que j'ai besoin à titre personnel de toute ou partie de la création de valeur qui existe, ou est-ce que finalement je peux me permettre d'aller loger dans une capsule une partie de cette création de valeur parce que j'ai déjà suffisamment à titre personnel, soit en termes de flux, soit en termes de stock. Et donc, je vais pouvoir aller augmenter mon stock dans cette société en utilisant ce mécanisme d'apport-cession. On va voir que sur cette notion d'apport-cession, on pourra aller chercher une autre optimisation qui est celle de la fiscalité des titres de participation, mais je vais en parler juste après. Plus concrètement, on va avoir ici un cas où Monsieur Patrimoine a toujours cette entreprise qui vaut 3 millions d'euros et il se pose la question de se dire, est-ce que je vends sans le mécanisme de l'apport-cession, est-ce que je vends avec le mécanisme de l'apport-cession? Avec le mécanisme de l'apport-cession, donc la partie de gauche, on voit qu'il a finalement pas besoin à titre personnel de l'intégralité du produit de la vente et il a décidé d'apporter la totalité de ses titres à une société holding créée spécifiquement pour cette opération. Donc là, on va avoir 3 millions d'euros qui seront apportés au niveau de la société holding par la valorisation des titres et une plus-value, comme je l'évoquais juste avant dans ma timeline, de 2 999 000 qui seront mis en report. Parce que cet apport-là que j'ai fait à ma holding permet d'aller chercher cette disposition fiscale. Et donc, quand je revendrai les titres de ma boîte, j'encaisserai l'intégralité de la valeur de mes titres, donc 3 millions d'euros, sans avoir à décaisser une quelconque plus-value à titre personnel. Pour autant, l'argent est dans la société, et donc si je veux en récupérer à titre personnel, je devrais faire une distribution de dividendes, d'où la question de se dire, est-ce que il vaut mieux pas que je paye à titre personnel les 30% sur la création de valeur versus les 30% sur le dividende qui serait à recevoir de ma holding. Alors que si je n'utilise pas ce mécanisme d'apport-cession, dans ce mécanisme-là, j'aurais reçu à titre perso 2 millions de patrimoine suite à la création de valeur de mon entreprise et la vente à 3 millions d'euros de ce cash. Le troisième outil qui peut être utilisé et qui est à considérer assez fortement dans ce mécanisme holding société opérationnelle, voire d'autres investissements qui peuvent être faits au sein de la société opérationnelle ou d'une société holding, ça va être l'inscription des titres détenus par cette société en titre de participation. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est je détiens des parts d'une autre entreprise au sein de ma société ou opérationnelle ou de ma société holding, et sur lequel je vais du coup exercer une certaine influence. Parce que en détenant plus de 5% des droits de vote et des droits financiers de l'entreprise, j'aurai une influence sur l'évolution de la participation que je détiens. Et si je détiens ces mêmes titres qui représentent plus de 50% pendant plus de 2 ans, alors j'aurai la possibilité de pouvoir maximiser, ou en tout cas minimiser la pression fiscale rattachée à la plus-value au jour de l'éventuelle revente de ces mêmes titres. Parce que quand on inscrit les titres qu'on détient via sa société en titre de participation, on va avoir une exonération fiscale sur la plus-value qui va être constatée, générée, mais une réintégration de 12% au résultat de mon entreprise de cette création de valeur. Et donc, au lieu d'avoir 25% taux d'IS de pression fiscale sur la vente et la plus-value que je génère, je passe à 3% de pression fiscale sur cette même plus-value et opération que je génère. Quand j'évoquais tout à l'heure dans une structuration OBO, je vais vous montrer juste le schéma ici. Si demain j'ai une holding qui détient la SAS Patrimoine et que je l'inscris en titre de participation ici, c'est SAS Patrimoine, et que 10 ans plus tard je revends à une tierce personne la SAS Patrimoine, et j'aurai 3% de taxation sur le gain, sur la plus-value existante de la vente de la SAS Patrimoine au niveau de la holding. Et donc là encore, on va avoir
quand même un sacré effet d'aubaine sur la création de valeur, la création de richesse. Voilà un exemple concret pour bien identifier ce que ça peut représenter d'inscrire en titre de participation les titres de la société qu'on peut détenir. Encore une fois, si on détient les titres pendant plus de 2 ans et au moins 5% de la société qu'on détient. Et donc là, avec 3 millions d'euros de valeur et une vente qui va se faire à ce prix-là, on a à peu près 660 000 euros d'écart, rien que par l'inscription en titre de participation de, de notre entreprise au sein de l'opérationnel ou de la holding. Enfin, pardon, enfin, on va avoir un quatrième et dernier outil pour optimiser son stock. Donc c'est là où j'évoquais tout à l'heure dans la vente à soi-même le compte courant associé, où finalement on a toujours une société opérationnelle ou une société holding, peu importe, qui a son capital social, mais pour lequel pendant toute ma vie j'ai éventuellement apporté des liquidités pour parce que à certaines années il y en avait besoin ou pour financer des opérations ou autre. Et donc là, on va avoir à l'inscription du passif au bilan de la société un compte courant associé qui pourra être éventuellement récupéré par cet associé en franchise d'impôt. C'est-à-dire que si demain ma société a de la trésorerie pour me rembourser mon compte courant, elle pourra le faire et je n'aurai pas de pression fiscale sur la somme que je récupérerai. Finalement, vous l'aviez déjà payé à l'époque avant d'avoir apporté à la holding. Et donc là, l'effet entre guillemets d'optimisation qui peut exister, c'est quand j'ai un compte courant associé au sein de mon entreprise, je peux aller voir une banque, au même titre que la vente à soi-même, et dire pouvez-vous me refinancer ce compte courant? La société holding ou opérationnelle va demander un prêt pour pouvoir rembourser son associé et donc pouvoir rendre à Monsieur Patrimoine le cash qu'il a injecté au fur et à mesure de la vie de la société. Toujours en franchise d'impôt pour la récupération et de manière opportuniste et intéressante pour la société par la création d'une dette complémentaire qui pourrait baisser sa valeur si jamais je voulais coupler ça en même temps à une transmission. Parce que si on voulait transmettre, et Nicolas Noblet va l'évoquer juste après, si on voulait transmettre les parts de la société à un éventuel enfant repreneur ou à un conjoint ou à des enfants non repreneurs, l'existence de cette dette complémentaire va baisser la valeur de notre entreprise et donc on va avoir une assiette de taxation plus faible sur la valeur de la boîte. L'autre élément éventuellement qui peut permettre un gain pour notre chef d'entreprise, là encore, c'est que s'il y a existence d'un compte courant associé, mais que j'ai pas forcément envie de le rémunérer, de le refaire financer par une banque, mais que je veux pouvoir aller optimiser cette situation-là, je peux donner une rémunération à ce compte courant associé. Typiquement, moi, en tant qu'associé, j'ai prêté de l'argent à mon entreprise et pour avoir fait ce prêt, elle va me rémunérer par rapport à ça. Et cette rémunération sera donc une charge pour l'entreprise qu'elle pourra déduire de son résultat. Et moi, à titre personnel, j'ai placé des capitaux qui me rapportent des revenus complémentaires, taxés à titre perso, soit au prélèvement forfaitaire unique ou soit au barème progressif. Et donc, c'est finalement comme un placement financier classique, mais au sein de mon entreprise. Donc, je peux piloter les fréquences de paiement de ces intérêts. Je peux éventuellement les capitaliser dans mon compte courant associé si on se rend compte qu'il y a un certain intérêt. Je peux piloter le pourcentage de taux d'intérêt. Ouais, j'ai pas mal de possibilités pour pouvoir optimiser cette disposition-là. Voilà le quatrième et dernier outil qui permet d'optimiser son stock. Je vais maintenant passer la main à Nicolas Noblet pour la troisième et dernière partie, qui est la capacité à sortir et à optimiser sa sortie. Et je ne sais pas, Julien, s'il y a éventuellement des questions sur cette deuxième partie sur laquelle on pourrait revenir juste avant. Pas pour le moment, mais n'hésitez pas en tout cas à les poser, nous y répondrons à la fin du webinaire. Super. Nicolas, Ouais, merci Nicolas. Et donc, dernière partie de ce webinaire, l'idée c'est de vous donner un peu des astuces et des réflexes si jamais à un moment donné vous êtes concerné par ces hypothèses de sortie. Et il y a 3 grands leviers d'optimisation lorsqu'on va céder son entreprise. La première, Nicolas en a longuement parlé, c'est l'apport cession. J'y reviens juste rapidement. Si vous n'avez pas suffisamment anticipé l'apport cession, c'est-à-dire si vous n'avez pas créé de holding et qu'il y a une cession qui est envisagée de votre société opérationnelle, il est toujours possible de réaliser cette opération-là quelques semaines avant la cession effective de la société.
Et donc, dans ce cas de figure-là, en fait, on voit avec le dirigeant d'entreprise quelle partie du prix de cession il a envie d'encapsuler dans la holding et quelle partie il veut garder à titre personnel pour toucher de la trésorerie. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude non plus si vous n'avez pas créé de holding suffisamment en amont avant de céder. La seule contrainte qu'on aura quand on fait la mise en holding juste avant une cession, c'est qu'on a une obligation de réinvestissement de 60% du prix de cession. Donc c'est à nous de calibrer avec le dirigeant d'entreprise quel montant on veut mettre dans la holding et quel montant on veut contraindre à une obligation de réinvestissement de 60% du prix de cession. Donc voilà, cet outil-là, quand il est anticipé suffisamment en amont, il est très efficace puisqu'on n'a pas d'obligation de réinvestir et quand il est fait juste avant la session, on a juste cette obligation de réinvestissement qui perd. Donc ça, c'est sur l'apport cession. Le deuxième mécanisme qui est assez efficace, c'est si vous anticipez de transmettre une somme d'argent à vos enfants. Ça s'appelle la donation-cession. Je vous explique rapidement ce que c'est. L'idée, en fait, c'est de surtout pas céder sa société, toucher le cash et donc être fiscalisé sur l'intégralité du prix et ensuite de donner à ses enfants, puisque là, on a une déperdition fiscale qui peut être importante. L'idée, ça va être de donner les titres qui vont être cédés en amont. Et donc, au moment de la cession, il y aura le chef d'entreprise qui va céder ainsi que ses enfants. Et donc là, on va vous montrer par un petit cas pratique l'intérêt que ça présente. Ici, on a Monsieur Patrimoine qui vend sa société pour un prix de 500 à 1000 euros. Et donc, il dégage une plus-value de 500 000 euros, grosso modo. On voit que dans l'hypothèse 1 dont je vous parlais, que si il cède l'intégralité de ces 500 000 euros avant de donner 100 000 euros à son enfant, le total net disponible après la cession, il sera de 351 000. Il y aura 251 000 du côté du donateur et donc 100 000 euros du côté du donataire. Alors que si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on donne des titres qui ont une valeur de 100 000 euros à son enfant avant de céder, on voit qu'on a un gain ici de 30 000 euros qui s'explique assez facilement. Pour bien que vous compreniez, là, par tranche de 100 000 euros de titres, on a grosso modo une plus-value et une taxation latente de 30 000 euros par tranche de 100 000 euros. Et donc, si on donne avant de céder, et ben, du coup, on va purger une partie de la plus-value. Donc, on va purger les 30 000 euros qu'on aurait dû payer au fisc. On va le garder dans le patrimoine qui est transmis à l'enfant. Et donc, personne ne paiera ces fameux 30 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'on a un écart de 30 000 là dans l'exemple. Donc, c'est un outil qui est assez puissant hein, d'optimisation. Et voilà, ça permet de faire de grosses économies si jamais vous avez envie de transmettre une partie de votre patrimoine à vos enfants. Et ça, pareil, ça se fait en amont de la cession. Et il n'y a pas d'urgence non plus. C'est des outils qui sont mis en place juste avant la signature définitive de l'acte de cession de titre. Et le dernier levier dont on voulait vous parler dans le cadre de l'optimisation de la sortie, en revanche, ça c'est un mécanisme qui se met en place suffisamment en amont pour pouvoir en bénéficier. C'est ce qu'on appelle le pack du trail. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est avec des mots simples. En fait, c'est un engagement de conservation de la société opérationnelle qui sera vendue plus tard. Et donc, pour pouvoir mettre en place un pack du trade, il faut un engagement de conservation de 2 ans et suivi d'un engagement individuel de 4 ans. Donc, c'est pour ça que quand on parle du pack du trade, on parle toujours d'une durée de conservation de 6 ans. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça s'anticipe suffisamment en amont, c'est qu'il faut au moins le mettre en place 6 ans avant de pouvoir céder les titres. Et à quoi sert le pack du trade? Ça sert en fait à exonérer à hauteur de 75% la valeur des titres que vous allez transmettre à vos enfants. Donc, je vous donne un exemple concret. Dans le cas pratique est juste après. Ici, on a Monsieur Patrimoine. Du coup, il a 50 ans, il est père d'un enfant qui est majeur, il n'a fait aucune donation. Dans son patrimoine, on peut voir qu'il a une société opérationnelle qui vaut 1,5 million et des disponibilités en banque de 100 000 euros. Donc, il a un patrimoine d'1,6 million. Si jamais il fait rien, donc s'il ne met pas en place un pack du trade et qu'il y a une donation d'envisager ou un décès, on voit que là, les droits qui sont à payer par l'enfant, vous voyez, c'est 452 000 euros. Donc, c'est colossal. Ça fait un ratio d'imposition de 28%, sachant que l'enfant, s'il hérite de la société, il hérite d'un bien qui n'est pas liquide. Donc, il doit payer 452 000 euros, mais il a une société qui vaut 1,5 million, il a que 100 000 euros de liquidité. Donc là, on est dans une situation assez complexe. Alors que si on anticipe suffisamment la transmission et qu'on met en place un pack du trade,
Vous voyez que là, les droits qui seront dus, en ayant mis en place un pacte du trade 6 ans en amont, c'est 23 661 euros. Donc, on a un ratio d'imposition là qui est inférieur à 1%, et donc une économie de 430 000. Donc, le pacte du trade, hein, pour résumer, c'est un outil très puissant qui s'anticipe très en amont. Et c'est pas parce que vous transmettez une partie des titres à votre enfant qu'aucune cession n'est possible. C'est-à-dire qu'après la période de 6 ans, on peut très bien céder à un tiers. Ça pose pas de problème particulier. Ce qu'il faut, c'est respecter ces engagements de conservation de 6 ans. Et après, on peut faire ce que l'on veut de la société. Soit la garder parce qu'on la transmet effectivement à l'enfant qui va reprendre, soit la vendre à un tiers parce que finalement, l'enfant qu'on avait pressenti, ou les enfants qu'on avait pressentis ne souhaitent pas reprendre la société. Voilà un peu les différents mécanismes dont on voulait vous parler sur l'optimisation de la sortie. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ces sujets-là qui sont un peu complexes. L'idée, c'était de vous donner un peu des réflexes sur le sujet. Donc, ton micro est coupé, Nicolas. Ça nous amène donc à conclure cette présentation de ce matin. J'espère qu'elle vous a apporté des informations utiles ou en tout cas elle vous a permis de vous poser quelques questions. En tout cas, nous, on se met à votre disposition hein, pour répondre aux questions que vous pourriez avoir là dans les quelques minutes, mais également individualiser éventuellement un échange entre Culture Patrimoine, GBA pour pouvoir vous donner la meilleure plus-value entre guillemets en termes de conseils sur l'organisation professionnelle patrimoniale que vous pouvez avoir. Concrètement, on a un process qui va d'un échange en fonction qui va nous permettre de découvrir et voir vos attentes et objectifs pour pouvoir se dire est-ce qu'on peut vous aider et comment on peut le faire. Et derrière, vous accompagner dans cette mise en œuvre. Nous, comme Nicolas, on fonctionne sur notre manière de se rémunérer sous forme d'honoraires. Donc, on aura l'occasion, si on devait échanger sur ces sujets, de pouvoir vous expliquer comment fonctionnerait tout ça. Je vous mets ici juste un QR code qui est important pour nous, pour l'INSEAD également, pour que vous puissiez nous faire votre feedback sur la présentation d'aujourd'hui, savoir si elle a répondu à vos attentes, comment vous l'avez trouvée, si vous souhaitez éventuellement être contacté, et nous demander si vous souhaitez avoir le support de présentation. Si vous pouvez prendre juste quelques minutes pour flasher le QR code avec votre téléphone et répondre à ce questionnaire, ce serait super. Et en attendant, ceux qui le souhaitent et ceux qui ont des questions, on est à votre disposition pour y répondre, Nicolas et moi. Si vous souhaitez évidemment poser des questions, n'hésitez pas à démuter vos micros, évidemment, pour pouvoir le faire. Merci beaucoup, Nicolas. Et j'ajoute juste qu'il y aura un replay disponible ensuite. Et donc, si vous inscrivez vos coordonnées dans le feedback form, on pourra tout à fait vous envoyer le support et le replay aussi. Yes, merci Julien. Je vois qu'il y a eu une question de Laure dans le chat. Donc, merci pour cette question, Laure, qui est que conseillez-vous pour optimiser sa protection sociale retraite? Il est possible de prendre des contrats supplémentaires. Tout à fait. Tout à fait. Après, donc ça dépend de votre statut social, mais il existe effectivement différents dispositifs de protection sociale, santé aux retraites, qui sont à bien regarder parce que le marché est large et le marché est vaste et profond, et donc qui sont à bien calibrer en fonction des souhaits de protection que vous pouvez avoir. Mais et donc voilà, c'est effectivement une bonne question sur laquelle il faut se poser 5 minutes pour pouvoir regarder tout ça bien dans le détail. Et c'est des outils qui sont pour des chefs d'entreprise importants à aller chercher parce que c'est de la création de valeur évidemment par le développement d'entreprise, mais c'est aussi il faut penser aux éventuels pépins de la vie malheureusement qui peuvent arriver ou à l'échéance de retraite. Il y a eu une autre question Ouais. je sais pas si Laure j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me le faire savoir par chat ou à l'oral. Mais en tout cas, il y a une question pour toi, Nicolas, d'Isabelle Ouais. Pastoury sur le Dutray.
Ouais, donc pour répondre à votre question, Isabelle, hein, dans le cadre du pacte Dutreil, que touche l'enfant, ça dépend de ce qu'on va lui donner en fait en termes de quotité de titre et surtout est-ce qu'on va lui donner de la pleine propriété de titre ou est-ce qu'on va lui donner que de la nue propriété? Si vous donnez de la pleine propriété de titre à un enfant, je vous donne un exemple, vous lui donnez 25% de la société, et ben lui, lors de la cession à horizon 6 ans ou 10 ans ou 15 ans, il va toucher 25% du prix de cession lors de la sortie. En revanche, si vous lui donnez juste la nue propriété de 25% des titres, eh bien là, il touchera une quote-part du prix en fonction de l'âge du fruitier, donc de l'âge du dirigeant qui lui a transmis les titres. Donc, c'est une réponse multiple en fait à votre question et ça dépend de comment on calibre la donation au départ. Est-ce que il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup à Laure et Isabelle pour les premières. S'il y en a d'autres, on est à votre disposition. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous libérer, vous remercier bien sûr pour votre présence, en espérant que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas encore une fois à répondre au QR code si vous le souhaitez. Et je vous remercie personnellement et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.